Voilà, monsieur, bonsoir. Nous parlerons énormément de football ce soir, vous le savez, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, celle qui va démarrer, c'est confirmé, le 9 janvier ici à Yaoundé, les autres villes retenues, et qui s'achèvera le 6 février 2021, du moins. Le président de la Confédération africaine de football a été reçu cet après-midi même, ici au Cameroun, à Yaoundé, par le président de la République. Une audience à l'issue de laquelle Patrice Motsepe a donc confirmé le déroulement de cette compétition dans nos murs. On en parlera de long en large, au regard évidemment de la forte actualité autour, ces pressions de la FIFA, dit-on, ces questions d'organisation autour même de la compétition entre infrastructures et autres, le stade Olembe, pour ne parler que de celui-là. La problématique de la Covid et son vaccin qui, semble-t-il, est imposé pour ceux qui voudraient se rendre au stade, bref. Du sport, du foot, mais également des enjeux de cette compétition. On en parlera grandement ce soir avec les invités. Et si le temps nous le permet, on reviendra en quelques mots, quelques virgules, quelques commentaires et analyses sur les temps forts de l'année 2021 en termes de rétrospective, mais aussi quelques projections pour l'année 2022 qui va démarrer dans quelques semaines seulement. 4 panélistes. D'abord, Eric Minla, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes. Vous êtes du SZIF. Merci d'être des nôtres ce soir. Juste à votre droite, l'honorable Samuel Dieudonné Mout, bonsoir. Bonsoir, député Tango. Merci pour l'invitation qui m'a été faite et merci également pour l'accueil. Il est besoin de rappeler que vous êtes du RDPC. Honorable Roland ici, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur le député Tango. Je suis très ravi d'être invité à cette émission et je dis déjà bonsoir à mes copanélistes. Je partage un panel assez riche et j'espère que nous allons être à l'antenne de nos différents téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter ce soir. Merci à vous également d'être là. Et puis enfin, Joseph Antoine Bell, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Ancien lion indomptable, footballeur dans l'âme, dans l'esprit, consultant média, vous le savez, et puis il est donc des nôtres ce soir pour analyser cette actualité. Je commence peut-être avec vous, Joseph. On vous a vu monter au... Je vais parler comme le basket, même si vous êtes footballeur au panier, ces dernières semaines, justement, au détour de ce comité exécutif de la CAF qui a siégé, dont on avait perçu comme une menace sur la compétition, ou du moins une forme d'annulation, de décalage qui se disait tout le week-end. Êtes-vous plus rassuré ce soir? Êtes-vous plus confiant, plus serein? Ah non, je n'étais pas moins rassuré avant, parce que le problème, c'est pas qu'on ait peur ou pas peur. Le problème, c'est qu'une telle idée ait pu germer dans la tête de quelqu'un de normal. Donc quand j'ai réagi, ce n'était pas parce que j'avais peur que la CAN n'ait pas lieu. C'est que j'ai réagi par rapport à ceux qui ont imaginé qu'on pouvait imaginer une telle éventualité. Donc c'était trop gros. Mais bon, vous voyez très bien où ça s'est terminé. Donc tout ça pour ça. D'accord. Alors Roland, ici, dites-nous, plus de peur que de mal. On peut ouffer un grand ouf ce soir au Cameroun, sachant que l'actualité de ce week-end était beaucoup dans ces temps, on a pu le voir. Que ce soit sur les réseaux sociaux, les réactions des uns et des autres. Le ministre Grégoire Ouna, qui s'en est d'ailleurs allé à travers des posts sur Twitter pour dire que même au sein de l'appareil gouvernemental, il y avait de grosses inquiétudes. Monsieur le député Tonga, pour tout Camerounais normal, je pourrais dire, comme vous l'avez si bien dit, que c'est un ouf de soulagement. Pour tout Camerounais normal, on voudrait bien organiser cette grande messe du football africain. Et je pense que s'il y a eu autant d'inquiétudes, s'il y a eu autant de peur, c'est parce que, voyant tous les efforts qui ont été fournis, voyant tout ce qui a été mobilisé autour de l'organisation de cette CAN, la voir partir comme ça devait être une grosse défaite pour tous les Camerounais. Nous savons, malgré, bien évidemment, on peut redire, ou bien revoir, ou bien ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais il est acté que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont heureux de recevoir les autres confrères, les autres frères africains pour pouvoir célébrer ces grands moments. Et j'invite d'ailleurs tous les compatriotes à se lever pour soutenir cette action. Eric, la même question.
Personnellement, je n'étais pas particulièrement inquiet parce qu'il y a un contrat qui lie l'État du Cameroun et la CAF. Et à aucun moment, on a pensé, il n'y a eu aucun communiqué officiel de la CAF qui faisait croire qu'on était à ce niveau-là. Maintenant, être rassuré, il est clair que lorsque le président de la CAF arrive et qu'il s'exprime comme il utilise les mots qu'il a utilisés, on est tous contents que la compétition soit programmée parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, de mémoire de jeune Camerounais que je suis, il n'y a aucune activité au Cameroun qui a uni les Camerounais comme le football. C'est-à-dire qu'en termes d'émotions collectives, je ne me rappelle pas qu'il y ait... En termes d'émotions positives, parce qu'il y a aussi eu des émotions collectives qui n'étaient pas positives, mais en termes d'émotions collectives positives, je ne pense pas que le football, en dehors du football, il y ait quelque chose qui ait autant uni les Camerounais. Donc, personnellement, je suis rassuré. On a un certain nombre de soucis, mais seulement, on doit tous, en tant que Camerounais, se mettre debout pour que cette CAN se passe bien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'image de notre pays qui est en jeu. Et après toutes les railleries qu'il y a eu avec les différents reports, avec les différents chantiers, si on arrive encore à nous faire glisser notre CAN, ce serait vraiment, mais malheureusement, heureusement pour nous, on n'en est pas là. D'accord. Samuel Motte, sur la même question. Sur la même question, moi j'ai regardé avec un peu plus de circonspection. Je n'étais pas particulièrement inquiet, pas plus que je ne l'étais à un moment donné. On pensait qu'on allait nous retirer cette compétition parce que je pensais que sur la base des fondements, sur la base des fondements d'un certain nombre d'arguments, il n'était pas question qu'on puisse nous la retirer parce que la CAF elle-même avait modifié de manière consubstantielle. Voilà, consubstantiel le contenu même du contrat. Substantiel le contenu même du contrat. Et donc, même à cette première étape-là, on disait effectivement qu'on était en retard. Je savais très bien que, compte tenu également, par ailleurs, de la solidité de la République camerounaise, compte tenu également de l'aura que son président a, il ne pensait pas qu'il était important qu'on puisse envisager, qu'on puisse nous retirer la compétition. Mais en même temps, là également, vous avez vu, on a fait un certain nombre d'annonces. Je le prenais sous le cas des soubresauts qui précèdent une compétition de grande ampleur, qui elle-même est faite de soubresauts, parce que le football, c'est des coups d'éclat, souvent, parce qu'on vient de marquer un but là au moment où on ne l'attendait pas, c'est des périodes de calme également, c'est des périodes d'accélération. Et pour moi, ça augure plutôt d'une compétition qui va être très courue. Et le fait, effectivement, qu'il y ait un certain nombre d'événements qui est précédé, comme ce qu'il vient d'évoquer là, sur les éventuelles suspensions ou les éventuels retraits, fait qu'en réalité, les gens, au moins pour cela, viendront voir ce qui se passe au Cameroun. Mais compte tenu également du niveau de préparation que nous avons, tout au moins au niveau de l'infrastructure sportive, je pense également que cette compétition-là qui s'annonce, mais peut-être sera le cas de débat, je crois qu'elle ouvrira une autre ère pour le football africain. Le football africain, et je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison-là, quand vous entendez ce nombre de personnes, de professionnels dans le métier, comme Joseph-Antoine Bell s'est levé, c'est pour pouvoir dire effectivement, à partir du moment où ça commencera au Cameroun en 2022, la CAN ne sera plus jouée comme elle se jouait avant. Joseph-Antoine Bell, on a pu voir une mobilisation des clubs européens quelques jours avant le comité exécutif de la CAF, en particulier les clubs anglais, qui d'ailleurs jusqu'à présent, c'est passé la menace élevée, disent ne pas être contraints à libérer les joueurs africains qui évoluent dans leur championnat. On a pu voir cette solidarité européenne autour. La menace est-elle réelle dans cette histoire que d'aucuns évoquent comme étant un lobbying assez fort des clubs européens? Oui, le lobbying est assez fort et la menace est réelle. Celle-là, elle est réelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une menace est forte lorsque tous ceux qui peuvent intervenir ont un intérêt. Or, tous les clubs européens ont intérêt à saboter la CAN. Ils ont intérêt à se comporter en impérialistes comme leurs États le furent avant et le sont en dissimulé aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir. Ces gens-là nous exploitent. Ils ont nos enfants et leur problème, c'est que nos enfants sont bons, nos enfants font des résultats pour eux
Et il se trouve que précisément, quelqu'un pourrait se dire, oui, mais il y a tel grand club qui a tel grand joueur. Mais pour chaque club, son grand joueur peut ne pas être le ballon d'or, mais il est le grand joueur de son équipe. Et donc, tous les clubs européens se retrouvent dans le rejet de la CAN qui les prive de leurs joueurs pendant un mois et que les résultats qu'ils peuvent obtenir peuvent devenir rédhibitoires par rapport à la fin de saison. Donc voilà en réalité ce qui se joue. Et donc tous ces gens-là sont solidaires. Et si nous, on ne se rend pas compte de cette solidarité et de la raison, parce que sachez une chose, quand vous jouez en janvier, ils se plaignent. Vous jouez en juin, c'est eux qui se plaignent encore. Ils disent, mais pourquoi cette fois? C'est, nos joueurs n'auront pas de vacances. Ils pensent à eux. Si les Africains ne pensent pas à eux-mêmes, personne ne pensera à eux à leur place. Alors, et donc, le football doit pouvoir déclencher une prise de conscience plus large sur des domaines beaucoup plus importants, mais moins visibles. Mais menace réelle, le danger est-il écarté donc définitivement? Non, le danger n'est pas écarté si les Africains ne sont pas solidaires. Parce que voici ce qui se passe. Il faudrait que vous sachiez que du temps où je jouais, c'était à la tête du client. Chaque équipe faisait avec son joueur ce qu'elle voulait. Cela se faisait donc comment? C'est chaque joueur, par rapport à son propre poids dans l'équipe et à sa prise de conscience, qui amenait son club à accepter. Ces dirigeants pouvaient l'aider quand il s'agissait de dirigeants de certains pays qui avaient le tact pour venir négocier ça. Mais voilà comment ça se passait. C'était à la tête du client et le club n'était pas contraint. Puis, les Africains ont commencé à prendre conscience de leur poids avec la démocratie. C'est-à-dire qu'à la FIFA, la voix du Swaziland compte comme celle de l'Allemagne. Et donc, à ce moment-là, les voix africaines ont commencé à compter et les présidents ou candidats présidents se rendent bien compte qu'il vaut mieux aller convaincre le président de la fédération du Swaziland ou du Loto, du Lesotho, qui va vous écouter, plutôt que de se coltiner le président de la fédération italienne. D'accord. Et donc, avec ça, les Africains ont pesé et on a commencé à se plaindre, puisque les clubs, l'importance du foot, l'importance commerciale devenant de plus en plus palpable, les clubs avaient commencé à libérer de moins en moins les joueurs. Surtout, il s'est passé un tournant. Auparavant, nous avions 1 ou 2 joueurs à l'étranger, donc quand on ne le libérait pas, ça pouvait ne pas se voir. Et bon, vous étiez jeune, mais en 88, j'avais déclaré à l'intention de notre compatriote Issa Yatou qu'il faudrait qu'il retienne que la CAF va avoir un problème parce que de plus en plus de footballeurs de la CAN seront professionnels. Aujourd'hui, ce n'est plus de plus en plus, c'est tous. Et donc, du coup, le poids de l'accord avec les Européens devient quelque chose. Et ce qui s'est donc passé, c'est que la FIFA, pour avoir les voix de l'Afrique, comme ils savent faire en Europe, ils connaissent très bien ce sentiment de l'humanitaire qu'ils expriment quand ils veulent. Et donc, la FIFA, sous Blatter, a dit qu'il faut régler le problème des Africains. Et comment faut-il le régler? Blatter a sorti un truc qui s'appelle le calendrier international, pour ne plus avoir le calendrier de la CAF et le calendrier de la FIFA et le calendrier de l'UEFA et ainsi de suite. Donc on fait un calendrier de telle sorte que tout le monde joue au même moment. Si toutes les équipes nationales jouent au même moment, alors les championnats sont arrêtés au même moment et les Africains peuvent aller en Afrique. Voilà comment on a trouvé. Seulement, il est resté un casse-tête. C'est la CAN. Et donc, la CAN, vous ne pouvez pas lui trouver de date. Parce que, quel que soit... D'abord, il faut trouver une date qui convienne aux Africains. Nous avons une pluviométrie variable. Nous avons des problèmes de saison. Comment faire pour trouver une saison qui convienne à tout le monde? Bon, on a fait ce qu'on a pu. Puis de l'autre côté, comment faire pour avoir une compétition qui ne gêne pas les Européens qui utilisent nos enfants au quotidien?
On s'est dit juin. Moi, personnellement, j'étais pour juin, j'ai milité pour juin, comme la Coupe du Monde. Sauf que les Européens, ils n'ont, faut le dire, pas beaucoup de respect pour l'Afrique. Personne ne dit rien pour la Copa América, alors qu'il y a 20 000 km pour y aller. Personne ne peut oser dire à Messi de ne pas aller jouer la Copa América. Personne ne peut dire à Neymar qui prend des week-ends pour aller au Brésil, qui est beaucoup plus loin que l'Afrique. Mais pour les Africains, on vous dit, ah mais oui, s'ils vont à la CAN au mois de juin, la préparation va être bâclée. Notre joueur n'aura pas de repos et donc c'est pas bien. À l'arrivée, pour les Africains, il n'y a aucun moment qui soit bien. Donc on est passé de janvier à juin, et je vais vous le révéler, le Cameroun était censé organiser 2019 en juin. C'est eux qui sont revenus, qui nous ont dit vraiment juin, gêne, il faut, et ils ont amené le Cameroun, qui avait accepté juin, à venir faire des démonstrations météorologiques pour dire qu'il pleut dans une partie du Cameroun au mois de juin, et donc on n'est pas sûr des retransmissions, même si les terrains sont de qualité pour jouer, les orages sont trop forts en Afrique, et notamment en Afrique centrale, ça va poser un problème pour les satellites. Voilà comment on est revenu en janvier. Et aujourd'hui, pour nous dire, non, ne jouez même pas du tout. C'est pas qu'on en veuille au Cameroun, comme on pourrait. Le Cameroun est juste malchanceux de tomber là-dessus. Mais en fait, c'est une réflexion globale. C'est une réflexion globale. Et puis, donc vous avez les Européens d'un côté, mais vous avez la FIFA elle-même, qui pendant ce temps essaye de vous refourguer une Coupe du Monde tous les 2 ans, en disant aux Africains, mais vous, votre CAN, ce sera tous les 4 ans. D'accord. Alors, Roland Gracie, avez-vous le sentiment, au regard quand même du dénouement, si on peut le dire ainsi, que l'Afrique, le Cameroun, a quand même fait preuve d'extérité, d'une certaine force, d'une certaine, je vais dire, a pu monter du haut de ses trophées africains, de son palmarès, pour dire attention, cette fois je dis mon mot? Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà donner un point de vue à partir de l'intervention de l'expert tout à l'heure qui a suscité à moi une interrogation et la nécessité vraiment des clubs africains, bien des pays africains, de pouvoir penser à l'autonomie de nos compétitions. Merci. Parce que à comprendre le tableau qu'il a dressé tout à l'heure, on voit bien clairement qu'il y a une grosse gêne. Alors il est mieux, je pense qu'il est de bon ton aujourd'hui, avec le prétexte que nous avons là, celui de l'organisation de la CAN, avec tous les soubresauts et tout ce qui se passe, de pouvoir se mettre, de s'asseoir autour d'une table et se regarder en face et de dire qu'il est important que nous ayons des infrastructures, des compétitions sportives autonomes, parce que il a parlé de la colonisation, elle est derrière nous. Il est maintenant question, ça me rappelle un peu avec l'histoire de la Covid, quand elle est arrivée, nous avons très bien vu comment est-ce qu'elle a été gérée dans le monde entier. Et l'Afrique, et on l'a toujours dit, l'Afrique et le Cameroun avait son mot à dire, avec sa pharmacopée. Il est donc question maintenant que nous essayons de rentrer entre nous, qu'on s'asseye et qu'on essaye d'évaluer nos forces et nos faiblesses. Maintenant, travailler sur nos faiblesses afin que nos forces, nous puissions encore les multiplier, voire multiplier ou tripler pour que nous soyons autonomes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui s'exportent vers ces championnats. Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas nous dire que nous allons organiser nos championnats qui seront aussi professionnels que cela? Je vais vous peut-être aussi glisser un peu en prenant le cas, peut-être ça sera déroulé lors des débats tout à l'heure, mais du cas du stade d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre de salive avec toutes les restrictions qui sont autour de l'accès au stade lors du jeu d'ouverture ou bien lors des matchs de la CAN. Je voudrais rappeler ici que nous savons que le programme qui devait aboutir à la construction du stade Olembe, c'est un programme qui a été mis en place depuis 2009, si je pense bien. Programme national de développement des infrastructures sportives avec le ministre Edouard qui était encore en place. Et il était question de construire dans chaque chef-lieu de région
un stade avec une capacité de près de 20 000 places. Nous pensions qu'avec ce projet, déjà, les infrastructures devaient être développées et par là aussi le football et les autres sports même déjà devaient aussi connaître une certaine envolée pour qu'on ne puisse plus être en train de recourir à un certain nombre de péripéties. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais bien que d'une manière ou d'une autre, le Cameroun a pu s'imposer dans cette... dans ce dire son mot. Oui, il a pu dire son mot et aujourd'hui, nous sommes bien évidemment tous satisfaits que nous organisons cette CAN, même s'il y a beaucoup de choses qu'il faut relever, parce qu'il y a beaucoup d'incongruités quand même qui apparaissent. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut redire. Je ne voudrais pas ici recréer des polémiques, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que lorsque les efforts sont faits, que nous reconnaissons que ces efforts ont été faits. Et là, quelqu'un l'a dit tantôt, il est question de tous les Camerounais, de tous les bords qui se sont mobilisés pour que cette CAN puisse se jouer. Et maintenant, donc, puisque la CAN est là, il serait vraiment... c'est un peu comme si vous avez construit quelque chose et que vous venez vous-même le détruire à la dernière minute. Il n'est pas question que nous lâchons. C'est pourquoi nous, même nous qui sommes dans les partis d'opposition, nous faisons des propositions dans le sens d'améliorer pour que ce soit parfait, pour que ce soit réussi. Nous ne le faisons pas pour créer des polémiques ou bien pour entretenir des polémiques, c'est pour que cela soit fait de la belle manière. Donc le Cameroun a toujours su briller par un certain nombre de choses. Il faudrait donc qu'on continue dans cette lancée en attendant bien évidemment qu'on puisse sortir d'un certain nombre Samuel Motte, on a connu le premier glissement où la diplomatie du Cameroun a, j'ai failli dire, été dénoncée par ceux-là qui ont été déçus par ce glissement. Le sens de l'organisation du Cameroun à l'époque, en 2019, a été remis en cause. D'aucuns se sont dit, tant qu'on a eu, il y a bien longtemps, des projets qu'on a lancés. Je veux dire, au regard du dénouement de cette affaire, je reprends la question posée tout à l'heure. Avez-vous le sentiment que le Cameroun a joué judicieusement son rôle cette fois-ci et qu'il a eu le juste droit? Disons que ça, c'est toujours le destin des grands projets. Vous faites une planification assez serrée et puis il y a un certain nombre de contraintes que vous ne maîtrisez pas nécessairement. Il est évident qu'on est en retard. Mais j'ai également tenu à le souligner tout à l'heure dans cet embryogulaire qui avait été créé par la CAN elle-même en passant le nombre de COP de 18 à 24, de 16 à 24, pardon, merci, de 16 à 24, ouvrait elle-même la porte à ces problèmes-là que nous avons connus parce qu'il s'agissait, en ce qui me concerne, une modification substantielle du contrat. Maintenant, les problèmes de retard même du fait de notre organisation, du fait également qu'il y a un certain nombre de contractants qui ont foutu le camp, qui nous ont voulu nous faire du chantage par la suite, peut-être inhérent également à cela. Mais en même temps, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est qu'on ouvre la porte à cette compétition-là que les Camerounais attendent depuis, même si effectivement on a été pas très unanime là-dedans pour savoir quelle est la position qu'il fallait prendre entre les gens qui, plus ou moins à peine voilés, souhaitaient que la compétition nous soit retirée. Nous avons tenu bon, cette compétition-là aura lieu et dans les conditions qui sont aujourd'hui. Mais en même temps, vous voyez là aussi, par rapport à ce que nous disons, ça peut être également un détonateur à une plus grande prise de conscience. Parce que lorsque Joseph-Antoine Bell parlait tout à l'heure de la démocratie dans ce système sportif-là où les États se valent, où chaque État a droit à un droit de vote, il faut également qu'on prenne conscience pour pouvoir faire en sorte qu'on ne nous concède pas comme si on était demandé de quoi que ce soit, mais qu'on puisse affirmer je veux dire notre responsabilité dans la prise de décision au niveau des instances mondiales. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que les clubs des Européens, et je crois qu'ils sont à peu près une cinquantaine, de la même façon également que nous avons une cinquantaine de nations africaines, comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils peuvent avoir la prévalence à la conduite d'un projet qui concerne tout le monde? À partir du moment où effectivement on prendra conscience, effectivement, je crois que les choses pourront aller mieux. Les problèmes de glissement dont vous parlez là, à la limite, si on nous impose ce glissement, ce serait également de notre pire responsabilité parce qu'il me semble quand même que nous avons la possibilité de dire à cette institution-là, fêtière mondiale, d'arrêter à un moment donné. Mais en même temps, je commence à avoir des frémissements. Joseph-Antoine Bell a parlé tout à l'heure de calendrier international. Il faut que ce calendrier international puisse être précisé, qu'il soit valable pour tout le monde. Aussi bien pour
les fédérations qui concernent l'Amérique que les fédérations qui concernent l'Europe. Mais en même temps également, lorsque nous avons décidé que nous avons pris nos dispositions pour jouer à tel moment, à la limite, on peut même envisager d'arrêter aussi les championnats européens. Parce que c'est comme ça qu'on fait plus ou moins pour les autres. Mais en même temps, vous avez vu là également, quand vous avez des voix comme celle de Joseph-Antoine Bell s'élever, moi, je suis très content parce que l'entraîneur de Liverpool s'est égaré effectivement à tenir un certain nombre de propos. La sortie fulgurante du sélectionneur sénégalais m'a fait beaucoup de plaisir au point où il a plus ou moins admis qu'il fallait s'excuser. De la même façon, quand je vois effectivement le travail que Samuel Eto'o fait, je pense également que c'est de bon augure. Il faut qu'on apprenne à se faire respecter. On n'a pas de monde à demander à qui que ce soit. Et dans ce monde, effectivement, là, en plus, on parle du sport. Hein. Les leaders du sport sur le plan mondial, c'est avant tout des Africains, même si on veut nous réduire uniquement à faire du sport. Mais je pense également que sur ce plan-là, nous avons notre parole. Il faut qu'elle soit entendue. Il faut qu'elle soit entendue pour qu'on n'ait pas l'impression que quand quelqu'un vient de Sicile, il pense qu'il va mettre les autres sur le... Alors, Eric, le Cameroun a-t-il su jouer sa partition? Avant de parler de la notion de jouer sa partition, il faut quand même noter que l'Afrique, c'est près du quart des membres de la FIFA. Et l'un des gros problèmes du continent africain, c'est deux choses. C'est la gestion et de faire rentrer de l'argent. Parce que si les Européens parlent beaucoup, si nos joueurs vont en Europe, c'est parce qu'ils ont des salaires conséquents, ils ont des infrastructures conséquentes, ils ont une organisation conséquente. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir la performance qu'ils ont, par exemple, comme on a cité Liverpool, pour avoir la performance qu'ils ont à Liverpool, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, c'est-à-dire qu'en termes d'infrastructures, de préparation. Donc il est important que nos fédérations, de façon globale, se gèrent mieux, qu'il y ait de la bonne gouvernance, que le football sur le continent africain soit développé. Parce que tant qu'on ne le fera pas, on va exporter nos joueurs. Et ce risque-là, parce qu'en réalité, lorsque les clubs européens décident de faire quelque chose, ils le décident et ils le font. Et que lorsqu'il y a des personnes qui essayent de sortir des rangs, il y a eu des grands clubs européens, quelques-uns, qui ont voulu créer une compétition parallèle. Et l'UEFA a trouvé un moyen de les remettre sur les rangs. Tout simplement parce que ils ont une certaine structuration, ils sont bien organisés. Il est important que notre football soit mieux organisé parce que la plupart des fédérations africaines ont du mal à leur gestion, ont du mal à développer le football sur le continent. Tant qu'on ne le fera pas, on aura plus ou moins cette difficulté-là à retenir nos meilleurs joueurs. Parce que si nos meilleurs... Ça, c'est le point totalement Pardon? interne. Je ne sais pas ce qu'il y a une colération. Non, mais en fait, c'est la prochaine question que je voulais laisser terminer. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un lien... Le jour où Messi décidera d'aller jouer en Amérique, il ira jouer en Amérique, même si son championnat, par ailleurs, est bien organisé en Argentine. Sauf qu'il y a la notion d'attrait. C'est-à-dire que mieux vous êtes organisé, plus il y a de ressources, plus les gens ont tendance à vouloir... Parce que la logique de l'immigration, c'est qu'on quitte d'un point A pour aller à un point B, où on est mieux qu'au point A. Les gens ne quittent pas l'Afrique pour aller en Europe parce que là-bas, ils seront moins bien traités que chez nous. Je prends le cas du Cameroun. Notre championnat est quasiment à l'arrêt depuis 3 ou 4 ans. Non, je préfère dire quasiment parce que j'ai quand même regardé les filles jouer une certaine compétition. Donc, je peux au moins dire que j'ai vu ça. Mais maintenant, on est quasiment à l'arrêt. Ces joueurs-là, si nos joueurs décident de rester sur place, c'est-à-dire que si on décide que ne partez plus en Europe, restez sur place, où est-ce qu'ils vont jouer? C'est ça la grande question. Parce que le respect se mérite. On ne respecte pas quelqu'un tout simplement parce qu'il a dit que respectez-moi. Il pose des actes qui imposent le respect. Il y a le grand frère qui est face à nous. Je me rappelle, il y a un match contre Müller où il se fait respecter en tant que footballeur. Mais maintenant, si nous passons le temps à mal gérer notre football, nous passons le temps à ne pas organiser notre football, à ne pas développer notre sport, il est clair que nous ne serons pas respectés. D'accord. Ce respect-là... Et c'est sur ce point que je voulais relancer, Joseph. D'ailleurs, c'est Roland qui a évoqué la question. Est-ce que la restructuration du football africain, créer cet attrait, créer cet engouement, je veux dire on verrait bien un canon, je ne sais pas, Union à la Real Barça. Oui. Est-ce que ce n'est pas la solution, en fait, justement, pour déjà maintenir nos joueurs,
Mais s'éloigner aussi de ces pressions du lobbying mondial? Non, je pense que les histoires de pression, c'est autre chose. D'accord. L'histoire du développement de notre football aussi est autre chose. Okay. Il est vrai qu'on ne peut même pas nier que développer le foot ne nous est jamais passé par la tête. Et que donc, comme la nature, elle ne nous attend pas pour avancer, nous sommes partis du canon Union avec 30 000 personnes à canon Union avec 200 personnes, sans que les dirigeants ne s'en aperçoivent et ne s'en émeuvent, et sans que cela ne fasse quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, on a ça. Et nous sommes devenus professionnels le jour où canon Union faisait 200 personnes. Quand il faisait 30 000 personnes, on n'y a pas réfléchi du tout. Donc ça, c'est un autre problème. Est-ce que nous voulons y réfléchir? La manière dont on a combattu des idées nouvelles pour le football montre que ce n'est pas le développement du football qui nous intéresse. Donc moi, ce soir, je ne suis pas venu pour ça. Mais je vais vous parler d'autre chose. C'est que, en fait, il faut au moins que l'Afrique éduque ses enfants. Si nous laissons pousser partout des académies de foot sans contenu, où on joue au foot et où il n'y a pas d'éducation, on aura effectivement des footballeurs et de temps en temps, un type tombé du ciel qui va se rebeller contre le système. Or, des enfants éduqués auraient tout seuls compris. Je vais vous raconter une anecdote qui me concerne et vous allez voir. En 1988, ça commence en 1987, Claude Leroy vient me voir parce qu'on était brouillé pour que la brouille soit dissipée. Quand la brouille est dissipée, je lui dis « Ok, très bien Claude, je te soutiens dans ton travail au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que si tu m'appelles, je viendrai jouer en équipe nationale. Bon, parce que je suis tout simplement footballeur sportif qui sait juger que mon match à l'Olympique de Marseille est plus excitant à jouer que Cameroun-Angola. Voilà tout simplement pourquoi je lui dis ça. Je ne vois pas l'intérêt sportif d'aller jouer un Cameroun-Angola. Je préfère jouer Marseille-Monaco que voilà. Donc c'était simplement ça. Puis arrive la CAN de 88. Et là, ils sont en stage à Nice et ils me disent « Oh, va falloir que tu viennes avec nous ». Il me lance une phrase comme ça qui ne va prendre de l'importance qu'après. Il me dit, vraiment, je te jure, j'ai une bonne petite équipe, mais si tu acceptes de venir, je suis sûr que les gars, je les vois, il dit, quand je les amène ici au Vélodrome, je regarde, je les vois comment ils te regardent, et je sais que si tu acceptes de venir, ils seront encore plus motivés et on va obtenir, il n'a pas dit on va obtenir un bon résultat, il m'a dit on va gagner. Mais à ce moment-là, ce qu'il disait là ne m'intéressait pas. Puis il me dit, et bon, je lui dis pour l'autorisation d'aller jouer, il faut s'adresser au club. Donc vois ça avec Michel Hidalgo. Il va effectivement voir avec Michel Hidalgo et il me dit, bonjour, on voyage demain à 14h. Michel m'a dit qu'il me rappelle demain avant midi, donc toi demain après l'entraînement, je vais t'appeler. Très bien. Demain, après l'entraînement, 13h, Claude Leroy m'appelle, sauf qu'il m'appelle pour me dire que mais Michel ne m'a pas appelé. Et là, je lui dis, Hidalgo ne t'a pas appelé? Il me dit oui. Je lui dis, bon, donc considère que je viens. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je passe dans une autre phase. Là, le Camerounais prend le dessus sur le footballeur. Je n'accepte pas. Claude Leroy a beau être blanc, je n'accepte pas qu'on méprise l'entraîneur du Cameroun, c'est-à-dire un représentant camerounais. Et tout de suite, j'ai des partenaires allemands dans l'équipe. Moi, je suis capitaine de l'équipe. Donc, vous voulez me dire que je serai un faux capitaine? Est-ce que si Beckenbauer appelle ici pour Foster, vous allez oublier de le rappeler? Donc, voilà pourquoi je vais jouer. Tout ça pour dire une chose. Aujourd'hui, que ce soit Mané ou Salah, si l'un d'eux s'énerve et dit à Liverpool, si je ne pars pas jouer pour le Sénégal ou pour l'Égypte, mettez-moi sur la liste des transferts. Vous savez ce qui va se passer?
le soir même, le président va lui dire « j'augmente de 5 millions ton contrat ». Ça veut dire que quand vous disiez que oui, nos championnats ne peuvent pas entretenir nos enfants, mais nos enfants, il faut qu'ils soient éduqués pour prendre conscience des choses. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les chiffres vont jusqu'à l'infini. Donc il n'y a pas un montant d'argent qui sera le chiffre terminal. Ce qui revient à dire qu'à partir d'un certain moment, l'argent, vous devez le savoir, l'argent n'a plus d'importance parce qu'un peu plus ou un peu moins, c'est vraiment la même chose. Donc si Sané ou Salah dit que ce n'est plus un problème d'argent aujourd'hui, celui qu'ils ont déjà gagné est beaucoup, ils peuvent encore en gagner. Il suffit de dire qu'ils veulent partir, il y aura d'autres clubs qui voudront les prendre. Liverpool va devoir leur courir après. Mais pour ça, il faut une éducation au respect de sa nation et il faut une éducation qui montre qu'il y a des limites. Que si nos jeunes savent qu'il y a des limites, on peut tout me dire sauf insulter ma mère. Bon, j'ai comme ça des tas d'anecdotes. Je vous en donne une autre pour vous montrer la mentalité de là-bas. Un jour, dans le vestiaire à Saint-Étienne, il y a des matchs en Afrique. Moi, je dois venir jouer au Cameroun, mais on ne peut rien me dire. Titi Camara doit aller jouer en Guinée, et Laurent Blanc, là, le sélectionneur de l'équipe de France, qui est notre partenaire, bon, à ce moment-là, on est joueur, Titi est très en forme, et il lui lance comme ça, « Oh, Titi, si tu pouvais ne pas aller à Conakry avec la forme actuelle, tu risques de te blesser là-bas. » La minute d'avant, et c'est moi qui lui fais la remarque, je lui dis, mais Lolo, t'es pas sérieux. Bon, dans un vestiaire de footballeur, ça paraissait rien du tout. Mais moi qui avais une autre éducation, je lui ai dit, mais Lolo, tu te rends pas compte, tu viens de dire à De Gerville félicitations parce qu'il est sélectionné en équipe de France Espoir. Et il va jouer un match amical en Tunisie. Camara a un match de compétition en Afrique, Tunisie, j'espère que tu es au courant que la Tunisie, c'est en Afrique. Donc, Camara, lui, va jouer pour la Guinée, un match officiel, et tu lui demandes s'il pouvait ne pas y aller. Je lui dis, mais Lolo, il faut être sérieux, sachez que chacun aime sa mère, même si elle est couverte de gale. Vous comprenez? Donc, or, Laurent Blanc est le dernier que je vais soupçonner de racisme. C'est juste un problème d'éducation. Ces gens-là ont été élevés naturellement à ne pas nous respecter. Donc si nous ne le faisons pas nous-mêmes, ils ne nous respecteront jamais. Donc lorsque Jürgen Klopp parle, et que, bon, c'est vrai, Sadio Mané n'est que joueur, mais il est un joueur vedette. D'accord. Donc s'il ne prend pas position, et pour dire à son entraîneur, attention, à l'époque, j'avais dit à Titi, et j'avais dit à Laurent, mais est-ce que tu sais où Titi va vivre à la fin de sa carrière? Il va vivre en Guinée. Donc, on ne lui apprend pas à jeter la Guinée aujourd'hui parce qu'il est à Saint-Étienne. D'accord. Et ça n'a pas loupé. Titi Camara est rentré en Guinée. Il a même été ministre des Sports. L'autre question qui reste, maintenant que la CAN est, je veux dire a priori, va se dérouler le 9, va commencer le 9. L'autre question qui a été prétexte d'ailleurs de toute cette polémique, c'est la question de Covid. Oui. Covid qui a plus ou moins poussé le gouvernement à une contrainte, imposer des vaccins à ceux qui devront, je vous vois... Oui, il faudrait... Bon, peut-être que le gouvernement ne se rend pas compte qu'il n'est pas toujours bien compris. D'accord. Pour l'instant, le vaccin n'est pas obligatoire au Cameroun, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais ça, c'est la liberté de chacun. Sauf que le vaccin et l'état de santé des gens, c'est obligatoire pour le stade. Donc celui qui veut ne pas se vacciner peut choisir de ne pas aller au stade. Et donc il ne gêne personne, il reste chez lui, il regarde à la télé. Mais celui qui veut venir regarder le match, on veut qu'il ne soit ni en danger, ni ne mette les autres en danger. Donc on lui demande de montrer patte blanche. D'accord. En fait, je formulais la question justement pour voir les réactions des uns et des autres. Oui. Je voulais juste te poser une question, peut-être pour mieux comprendre. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres pays qui jouent des championnats, des pays européens? Est-ce que cette même restriction est imposée dans ces pays-là? Elle existe et c'est là que la sortie de la FIFA, vous disiez tout à l'heure, si j'ai râlé, c'était que
on nous a balancé cette histoire de possibilité de report ou d'annulation de la CAN. Un jour même où la veille, il y a eu un match chez eux, en Angleterre, et où le jour même, il y avait Newcastle contre City, avec un stade plein et des gens sans masque. Chez eux, où on meurt le plus, où on est le plus contaminé, et c'est chez nous où nous allons au marché sans contaminer davantage, et où nous vivons sans mourir davantage. On en meurt, mais pas plus que, même pas autant que les autres. On en meurt, c'est vrai, mais pas plus. Donc il n'y a pas de raison que eux puissent nous dire que c'est en Afrique qu'il ne faut pas jouer, pendant qu'on a joué la Copa América, on a joué le championnat d'Europe, et surtout, là où Infantino a fait fort, et où les Africains, quand ils furent africains, quelqu'un l'aurait peut-être giflé. Ils étaient à Doha où se jouait la Coupe arabe. Absolument. La Coupe arabe avait lieu au moment où on dit aux Africains, vous, dans 3 semaines, ne jouez pas. On venait de procéder au tirage au sort de la Ligue des Champions sans le modérer en disant, dans le cas où. Tout le monde est sûr que la Ligue des Champions va se jouer. Roland termine et puis, en fait, c'est elle qui avait la parole, je vous en prie. Justement, elle a juste posé une question. J'ai posé pour développer, en fait. Maintenant, lorsque j'ai eu la réponse à ma question, moi, je voudrais continuer à insister sur le respect des Africains, comme cela a été longuement dit ici. Parce que lorsqu'on essaye de convoquer même les restrictions pour l'accès au stade par rapport aux tests et aux vaccins, et qu'on compare les chiffres des contaminations ou bien de ceux qui sont morts ou bien du taux de contamination et d'occupation des lits, je crois qu'il est pas si inquiétant que cela. Donc pour moi, c'est-à-dire que je ne voudrais pas taxer le gouvernement de ceux-là qui acceptent tout ce qui vient de l'autre côté, mais je pense qu'il est mieux que le gouvernement ait un mot un peu, c'est-à-dire qu'ils essayent de rapporter le sentiment des Camerounais, parce que les Camerounais veulent vivre la CAN. Les Camerounais veulent aller au stade pour jubiler. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que ceux qui ne pourront pas aller au stade, qui restent à la maison, ou bien qui restent pour regarder la télé à la maison, c'est pas la même émotion lorsqu'on est au stade ou quand on est à la maison. Les gens veulent aller au stade pour supporter leur équipe. Quand on leur permet d'aller au stade de supporter leur équipe, autant pour moi, je continue à m'interroger sur la capacité de pouvoir avoir les tests disponibles pour tous ces Camerounais qui vont... ça, c'est bon. Justement, si vous le confirmez, c'est une très bonne chose. Parce que nous savons que parfois, lorsque peut-être on veut voyager, qu'on voudrait faire un test, parfois on vous dit que ce n'est pas disponible. Parfois, c'est gardé. Parfois, on vous demande de l'argent pour pouvoir faire des tests. On ne voudrait pas arriver à cela. Tous ces Camerounais, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller les dépister. Est-ce qu'il y a des endroits? Moi, il faudrait donc qu'on communique assez pour que les Camerounais n'aient plus à s'inquiéter ou bien à s'interroger pour ce qui est acté ou bien ce qui devrait se faire normalement. Alors, je vous relance quand même sur cette question de test. Je sais que vous allez apporter d'autres réponses. On a joué le CHAN. Je dis dans les conditions plus ou moins similaires. Hein. Le CHAN, on a au stade sans vaccin obligatoire. Tout s'est bien passé. Je pense qu'en dehors de l'incident de la RDC, qui manifestement a été un incident, je veux dire que ce n'était pas une situation... Ça aussi, ça a été réglé. C'est-à-dire les tests des équipes seront réalisés. Voilà, donc je dis en dehors de cet incident-là, de façon globale, il me semble qu'il n'y a pas eu véritablement de joueurs, des acteurs même, pour ne pas parler au haut niveau. Est-ce que l'obligation justement du vaccin pour cette compétition, pour cette CAN qui arrive, n'est pas... Disons qu'on est quand même là dans un champ public où on doit être responsable. Il y a également des précautions qu'il faut prendre pour faire en sorte que on ne trouve pas prétexte pour pouvoir propager un virus. Est-ce qu'on court un risque plus important que dans les championnats dans lesquels les gens débarquent au stade à 80 000 ou sont serrés sans masque, comme il a souligné tout à l'heure? Ça, c'est également une possibilité. Mais en réalité, moi, j'ai comme l'impression que chaque fois qu'on a envie de vous faire quelque chose, on peut trouver motif. La fabrication des motifs, elle est de l'ordre humain. Il ne faut pas nécessairement être plus intelligent que cela pour pouvoir dire je ne fais pas telle chose pour telle ou telle raison. C'est pour cette raison-là que j'ai été un peu heurté par son discours de tout à l'heure. Quand on dit qu'on doit être respecté, on ne doit pas être respecté sous condition.
le respect, on doit le respect. Et d'ailleurs, j'ai Joseph Antoine Bell sur le plateau. C'est quelqu'un de ma génération que j'ai vu jouer également quand il était à Marseille et à Bordeaux, je crois aussi. C'est une des personnes, en raison de sa personnalité, de la dignité qui est la sienne, qui a réussi à briser ce plafond de verre, là, notamment en matière de traitement des footballeurs en Europe. Et on n'a pas besoin de s'excuser pour cela. Il n'a pas à s'excuser en disant qu'à partir du moment où mon championnat chez moi est faible et que je me suis expatrié, on peut me traiter comme on a envie de me traiter. La main invisible d'Adam, elle marchera toujours. La loi de l'offre et de la demande, à un moment donné, on pense que le positionnement, c'est qu'on puisse se retrouver en Europe pour être mieux traité. On ira en Europe, même s'il y a par ailleurs, il y a un championnat qui existe chez soi. Et effectivement, dans la dynamique dans laquelle cette compétition est en train de se gérer aujourd'hui, j'espère que le coup d'envoi sera donné le 9. On a comme l'impression que tous les Camerounais, chaque fois, oui, mais à partir du moment où on n'a pas fait telle ou telle chose, on peut trouver une situation à cela, à ce qu'on nous retire la canne. Il n'y a pas de retrait à faire. À partir du moment où là, et là, c'est une attaque frontale. On ne mesure pas l'ampleur. Mais quelqu'un qui, quelque part, se trouve ailleurs, qui dit, il prend une décision totalement injuste, ça, déjà, ça devrait nous heurter. Pourquoi on n'a pas fait pour les autres, pourquoi on le fait pour nous? On ne va pas dire, oui, mais à partir du moment où nous n'avons pas un championnat qui ne joue pratiquement plus, on peut admettre. On n'a pas à admettre. Tout ce qu'on trouve là aujourd'hui à trouver comme barrière, le taux, effectivement, d'occupation des lits chez nous est pratiquement, comment j'allais dire, infinitésimal, parce que de toutes les façons, il n'y a pratiquement plus, je crois qu'on me disait qu'il y avait une quarantaine de lits qui étaient occupés avec une vingtaine de personnes en réanimation. Là, on n'est pas en face d'une catastrophe absolue. Mais s'il y a une mesure de précaution supplémentaire à prendre pour qu'on ne trouve pas demain que le virus a explosé, on la prendra. Mais ça ne veut pas servir de justification à dire que demain ou après-demain, on ne peut pas jouer. Dans le cadre de ce qui s'annonce, effectivement, il faut qu'on reste notamment dans les fondamentaux. Quand on a défini une règle, c'est ça, évidemment, c'est l'absence des règles, ou alors tout au moins le biais très souvent qu'on introduit dans l'application de telle ou telle règle qui crée des extrémismes. Dans le cadre de ce qui a été défini, il y a une compétition qui s'annonce, pour laquelle, effectivement, je veux dire, il y a plus ou moins de l'enthousiasme au Cameroun, on veut absolument qu'elle soit jouée. Il faut qu'on laisse les gens jouer. À partir du moment, effectivement, où on commence à prendre des règles qui sont totalement comme celles qui sont en train d'être prises, le Covid ne fait pas partie des règles qui nous semblent être désagréables. Mais là également, Joseph Antoine Bell l'a souligné tout à l'heure, on joue en janvier, ça pose problème, on joue en juin, ça pose problème. On ne va pas jouer en temps de pluie, notamment en Afrique tropicale. Et donc, je crois qu'il faut lever le pied là-dedans et faire en sorte que tout ce qui peut être respecté, qui a été défini par la FIFA, on sera respecté. Je crois qu'on prendra l'engagement pour cela. C'est pour ça d'ailleurs que des précautions ont été prises. Quand on dit, parle par exemple tout à l'heure de taux de vaccination, je crois que les gens seront plus ou moins vaccinés. À défaut d'être vaccinés, il y a également une alternative qui a été donnée, c'est de dire on fait un test PCR. C'est que le vaccin obligatoire. Mais sauf que les tests PCR sont faits par un laboratoire étranger et qu'on n'est pas... Pour les équipes. En fait, on a un laboratoire Est-ce qu'au Cameroun, particulier. est-ce qu'on a un laboratoire qui va certifier des tests qui seront faits aux téléspectateurs ou bien aux supporters? Non. Les tests des supporters sont faits par le ministère de la Santé qui va ouvrir suffisamment d'antennes. C'est calculé par rapport... Je crois qu'il y a un communiqué. Il y a un communiqué dessus. Oui, il n'y a pas de problème. Les points de vaccin et tout. Mais sauf que ces mais il faudrait quand même savoir... Ce ne sont pas des laboratoires étrangers, ce ne sont pas des laboratoires camerounais. On ne dira pas que tu as le Covid quand tu ne l'as pas. Comment ça? Non, en fait, le laboratoire étranger, je répète, c'est pour les équipes et c'est pour éviter le précédent qu'on a eu. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est arrivé dans d'autres pays où on dit que quelqu'un est malade et lui dit c'est parce qu'on va jouer contre eux et tout. Bon, donc du coup c'est pas pour rien. Mais nous dans le foot, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais nous dans le foot, le match il est toujours arbitré par quelqu'un qui n'est d'aucun des deux pays qui joue. Donc c'est pour ça. Puisque là il fallait que le Cameroun s'impose en réalisant lui-même les tests pour être sûr. Les tests des équipes. Les tests des supporters qui entreront, parce que moi... Oui, les tests des supporters sont, je vous le répète, ils sont faits par les Camerounais. C'est des laboratoires camerounais. C'est les équipes, il y a une équipe médicale internationale qui s'en occupe. Comme ça, le Cameroun ne pourrait pas être accusé d'avoir rendu son futur adversaire malade, positif, parce que... Eric, sur les vaccins. Déjà, avant d'arriver sur les vaccins, je tiens à dire ici qu'il n'est pas question, lorsqu'on parle des problèmes du football camerounais africain,
c'est pas pour justifier le fait qu'on ne respecte pas les Africains. Tu pourrais faire l'économie, tout simplement. Non, parce qu'il faudrait être clair là-dessus. Mais seulement, il est important de noter que le respect se mérite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de respect sous condition. Non, on te respecte pas. Je suis absolument d'accord que le respect se mérite. Mais alors, je suis surpris par quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais un petit jeune homme, je pouvais penser que mon père ou ma mère boit beaucoup ou je ne sais pas quoi. Je peux même me bagarrer avec mon frère, mais il est impossible qu'un étranger puisse insulter mon père. Pour nous, la limite, elle est là. Aucun étranger ne peut insulter mon père, on meurt ensemble. Et je suis justement d'accord avec Or, justement, ce qui se passe, pourquoi je suis choqué, c'est que quelqu'un peut attaquer le Cameroun et être supporté par des Camerounais. Non, rassurez-vous, nous ne supportons pas. Non, pas vous, mais je l'ai vu. Regardez, lorsqu'on déclare que le Cameroun ne peut pas ci ou ça, vous savez ce qui est dit tout de suite derrière? C'est des Camerounais qui disent « Ah, Anobintok, je vous avais bien dit, regardez ce qu'on dit. » Mais jamais, regardez ce qui s'est passé dernièrement. Le secrétaire général de la CAF a écrit une lettre qui, logiquement, aurait dû paraître dire courtoise à tout bon Camerounais. Mais tout de suite, nous avons pointé les nôtres. Puis, un jour après, je dis bien un jour après, le président de la CAF dit qu'on jouera au Cameroun, le Cameroun est prêt à 99%. Les mêmes n'ont pas noté la cacophonie de la CAF. Vous imaginez au Cameroun que Paul Biya dise quelque chose qui n'est pas du tout, ou même juste un peu, différente de celle du secrétaire général. Tout le monde vous aurait dit cacophonie au sommet de l'État et tout ça. Et là, personne n'a relevé que le secrétaire général la veille disait qu'on n'est pas prêt, que le lendemain son président avait dit qu'on est prêt. Et donc, nous n'attendons que la moindre occasion pour dire que c'est l'étranger qui est la mesure de ce qui nous arrive. D'accord, Eric reprend son développement. Ok, donc ça, on va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, s'agissant du vaccin lui-même, comme l'a dit Joseph-Antoine Bell, c'est ceux qui veulent aller au stade, il y a des règles à respecter. Et malheureusement, justement, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc il faut éviter de donner des prétextes aux uns aux autres pour pouvoir le faire. Donc, pour ce qui est du vaccin, celui qui veut aller au stade, qu'il se vaccine. Surtout que c'est sincèrement... Il faut surtout rappeler que même sans la pandémie, il n'y a aucun stade au monde qui peut contenir l'ensemble des supporters qui veulent y aller, l'ensemble de la ville. C'est-à-dire donc honorable. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui regarderont les matchs à la télé. Oui, donc on ne peut pas s'en offusquer. On limite l'accès au stade sous certains prétextes. Moi, c'est ça mon problème. En tout cas, une chose, c'est que ce sont des règles. Mais on voyage déjà sous... C'est l'occasion de demander aux Camerounais de justement respecter ces règles et demander à ceux qui s'occupent des questions de santé de s'assurer qu'on ait une carte vaccinale sécurisée. Parce que, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux circulent des cartes vaccinales pré-remplies. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me vacciner pour avoir une carte. Bon, mais on n'a pas exigé là. Ça. Non, il faut être vacciné. Oui. Et ce qui prouve que vous êtes vacciné, c'est la carte vaccinale. Je l'ai. Je me suis vacciné pour la canne, mais je me suis vacciné avant. Je l'ai. Donc, il est important que ceux qui s'occupent des questions de santé, qu'ils soient sérieux, que les tests soient réellement faits. Et là, que ça va la responsabilité de Eric. Non, je finis tout simplement parce qu'on se connaît. Et je vous dis, sur nos réseaux sociaux, circulent des cartes vaccinales pré-remplies. Sur nos réseaux sociaux, il y a des personnes qui parviennent, qui ont pu obtenir des tests négatifs alors qu'ils ne sont jamais passés dans un centre de test. Et pour finir, c'est vrai, Joseph-Antoine est en train de nous rassurer sur le fait que les tests sont disponibles. Je tiens à rappeler ici que l'honorable Jean-Michel Nietzsche a interpellé le ministre de la Santé sur la disponibilité des tests au niveau des aéroports. Moi, j'en doute encore. Rassurez-vous que ces tests soient disponibles en quantité suffisante. Surtout qu'on a eu 200 milliards
pour gérer le Covid cette année. Moi, j'ai un problème avec cette restriction dans tous les cas. Et ce sont des faits. Moi, Je ne spécule pas. Mais moi, j'ai voyagé il y a quelques jours. J'ai été testé au retour et tout le monde a été testé. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on veut tout politiser. Non. Dans le cadre de la déclaration, dans ce que tu fais là, je te rappelle quand même qu'il y a des procédures qui sont en cours dans un certain nombre de pays de l'Union européenne où effectivement la vaccination fait l'objet de trafic. Pourquoi ce débat-là à l'heure actuelle? Le principe, c'est de dire effectivement qu'on entre dans le stade à part dès lors qu'on est vacciné. Après, maintenant, on restera aux administrations concernées de faire en sorte que les gens qui sont vaccinés, qui doivent entrer au stade, soient vaccinés. Et c'est normal que j'attire leur attention. Oh, là, tu me train de me dire, parce qu'il y a un individu certainement non identifié qui s'est amusé à faire circuler sur Internet un truc pré-rempli, tu en tires une conclusion que de toutes les façons, les Camerounais... J'attire l'attention de ceux qui nous dirigent, qu'ils s'assurent que ceux qui vont prétendre être vaccinés soient des personnes qui ont été réellement vaccinées. Ceux qui prétendent avoir un test négatif doivent être des personnes qui ont eu des tests négatifs. C'est ce que je dis. Je ne dis pas deux choses. Pourquoi même cette restriction? Moi, c'est mon problème. Mais parce que c'est ce qui se passe partout ailleurs. C'est-à-dire que pour voyager... Le cas Covid, la Covid, ce n'est pas si à la main. Pourquoi imposer cela aux Camerounais pour qu'ils n'aient pas accès au stade? Moi, c'est tout mon problème. En plus, j'ai deux on devrait quand même trouver... Ce n'est pas question d'opposition. Ce n'est pas question d'opposition. Oh non, mais tu as le droit. Tu as le droit d'être opposante. Non, mais je dis ça, non. Vous évoquez cela comme si c'était une stigmatisation. Non, pourquoi opposant, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, il faut être stigmatisé. Moi, c'est mon ressenti que je présente. Le Cameroun n'a pas de cas, parce que lorsque vous avez comparé avec certains pays européens, là-bas, on a vu comment la pandémie a sévi. Au Cameroun, on a pu maîtriser. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les Camerounais aller célébrer leur équipe sans qu'il y ait cette restriction? Pour une raison toute simple. Je suis d'accord. Roland, oui. je voudrais vous dire quelque chose. La première, c'est que si ça ne dépendait que du Cameroun tout seul, tout le Cameroun serait au stade. Seulement, les règles s'appliquent à tout le monde. C'est-à-dire que quand la pandémie a été officiellement déclarée, la FIFA a dit on ne joue pas au foot. C'était interdit de jouer au foot. Ce n'était pas une question de chez nous, il n'y a pas encore de morts. C'était tout le monde. On ne veut pas que le football soit perçu dans le monde comme vecteur qui propage la maladie. Vous dites on n'a pas été touché comme ailleurs. C'est vrai. Mais moi, j'ai des amis qui sont morts du Covid. Et je connais la douleur de leur famille. Donc, chaque mort est un mort de trop. Si on peut l'éviter, il vaut mieux. Pour une piqûre, si on peut éviter des morts, on ne sait pas qui peut en mourir. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas revendiquer juste la liberté pour le principe et oublier ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont morts ou qui ont eu des morts dans leur famille et qui nous écoutent et qui nous entendent revendiquer qu'on puisse laisser les gens circuler, ils pensent qu'on ne respecte pas. Et puis être un anti-vax. Donc voilà, je voulais juste vous dire, retenez que la règle, ce n'est pas le Cameroun qui veut restreindre la liberté des gens, mais c'est que pour jouer au football dans le monde, il faut le faire. Maintenant, les gens, quand ils arrivent au stade, évidemment, de temps en temps, ils peuvent enlever leur masque. Ça, il faut le retenir. Mais à la porte, on a surveillé que vous aviez un masque. C'est comme dans l'avion. On vous dit, il faut porter votre masque. À un moment, il faudra bien manger, vous allez l'enlever. Quand vous finissez de manger, vous avez oublié de le remettre. L'hôtesse passera peut-être, vous dit, monsieur, votre masque. Donc voilà, la condition, c'est qu'il faut avoir fait ça. Donc, il disait, vous êtes de l'opposition. Moi, je ne sais pas d'où vous êtes, mais il ne faut pas que ça devienne un problème politique qui soit au débit du gouvernement. Non, pour moi, ce n'est pas un problème politique. Peut-être vous avez parlé de moi. Moi-même, j'ai eu des morts du Covid. J'ai des parents qui sont décédés. Je ne parle pas de cela. Je parle parce que je ne sais pas si nous tous, nous avons eu la même perception du communiqué qui a été fait par le ministre des Sports. Je parle, peut-être qu'il y a un problème de communication. Donc, on peut dire, tout le monde sait que lorsqu'on va dans une place publique, actuellement au Cameroun, on met son masque. Mais lorsqu'on exige le vaccin, lorsqu'on exige un test 72 heures avant, je pense qu'il y a
problème. Là, c'est mon avis que je suis en train de développer. Je ne suis pas en train de vouloir soit verser, je ne sais pas, jeter de l'eau. Le problème de vaccination, au niveau le problème de vaccination, de non-vaccination de manière générale, c'est un point qui mérite d'être posé. On parle seulement que parlant là de la compétition qui s'annonce, c'est un débat qu'il faut taire. Après, maintenant, les gens décident de regarder la télé, à partir de la télévision. Et ceux qui n'ont pas de télévision. Moi, je pose juste une question. Après, maintenant, les gens décident. Mais comment ils font d'habitude? Roland, donc pour vous, il faudrait que la FECAFOOT ou le gouvernement achète un téléviseur à chaque Camerounais. Pas achète un téléviseur à chaque Camerounais, mais qui permette à chaque Camerounais de pouvoir vivre la CAN. Il y a parfois... Ah oui, mais ça s'appelle, il l'a dit, ça s'appelle les fan zones. Vous voyez, le football, lui, il est dynamique, il évolue. On a fini par concevoir un truc en disant, il y en a qui vont au stade, il y en a qui regardent à la maison, et ceux qui ne veulent pas regarder à la maison, on crée un endroit, un stade, qui n'est même pas payant, aller là-bas. Je voudrais donc savoir pourquoi on a construit ces stades. C'est pour que les gens... Oui, il faudrait donc que les gens... Parce qu'on aura des gradins vides. Moi, je veux savoir, est-ce que les gradins seront donc vides? Nous sommes à Douala. Japoma, c'est 50 000 places. Douala, c'est près de 3 millions d'habitants. Donc, vous imaginez... Et il y a combien qui sont vaccinés? Non, j'ai dit, vous imaginez combien s'il sont fallait vaccinés? Que tout le monde aille au stade. Non, ce n'est pas ça. On sait que tout le monde n'ira pas au stade. On sait que tout le monde n'aura pas accès. Mais combien sont vaccinés? Combien vont se vacciner pour entrer au stade? Il y aura 50 000 vaccinés qui entreront au stade. Ok, d'accord. Si vous me rassurez... Non, il y aura 50 000 vaccinés qui... Parlons de notre cuisine interne. Voilà. D'ailleurs, ce qui a longuement été un peu ce côté fébrile du Cameroun, de l'organisation de la compétition en elle-même, ce stade Olembe, que toutes les délégations viennent visiter toutes les 2 semaines. Moussé Pétele, il y a moins de mois, ou environ un mois. Moussengo, il est arrivé au courant de la semaine, le secrétaire général. Le président de la CAF, il est revenu. Je veux dire que... Alors, en termes d'infrastructures, elles ne sont pas que sportives. On a besoin d'accès au stade, les routes. On voit ce que doit la vie ces dernières semaines en termes d'embouteillage. Il doit avoir un plateau, un plateau technique sur le plan dans nos hôpitaux. Est-ce qu'on peut toujours garder la même sérénité au regard quand même de tout cet ensemble-là? J'ai vu bien que le Premier ministre est venu inaugurer un joyeux hôtel ici, à 2 pas d'ici. Je ne vais peut-être pas dire le nom parce que pour des questions... Comme moi tout à l'heure. Allez-y. Eric, est-ce qu'on peut quand même retrouver cette sérénité, cette confiance? De façon globale, s'il faut regarder tout ce qu'il y a comme infrastructure, et sincèrement, on doit s'interroger sur notre capacité à accueillir. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, il n'est pas question d'entrer dans les polémiques, sincèrement. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment, nous accueillons l'Afrique. Il est important que nous recevions nos frères, nos sœurs qui viendront au Cameroun, que nous leur recevions de la meilleure des manières possibles, avec ce qui est disponible. Parce que ce n'est pas en 3 semaines qu'on va réaliser tout ce qu'on va dire ici. Il est juste question de dire qu'après la CAN, on aura l'occasion de revenir, faire le point et revenir sur ce qui a marché et éventuellement se battre pour engager les poursuites, notamment pour ceux qui ont géré les fameux 3 000 milliards des chantiers. Dans les poursuites? Oui. Parce que il faudrait qu'on se le dise sincèrement. Personnellement, je me suis fait fouetter ici à la douche en février 2019 parce qu'avec l'honorable Jean-Michel Nietzsche, l'honorable aussi, nous marchions pour demander une commission d'enquête parlementaire pour... les députés sont là, ils vont nous dire pourquoi ils n'ont pas... Non, justement, pour demander une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds de la CAN. Et comme je dis, sincèrement, aujourd'hui, nous souhaitons accueillir nos frères. On souhaite que le football... Les procès ne peuvent pas se tenir en même temps. Voilà. Donc, jouons au football, accueillons nos frères et après, on va s'occuper des amis de monsieur Mot, de l'honorable Mot. Nos infrastructures, la réalité, nous avons nos infrastructures, c'est médiocre en fait. Parce que vous l'avez si bien énuméré tout à l'heure, nous n'avons pas de route, plateau technique sanitaire. Il est à revoir, il y a beaucoup de choses à redire, nous n'avons pas
depuis que moi je suis à Douala, là où je vis, les coupures tout le temps, bon, peut-être dans les grands hôtels, il y aura le relais avec les groupes et tout ça. Ceux-là qui partiront des zones reculées pour venir vivre la CAN, peut-être dans les points qui seront dans les fan zones. Dans les fan zones, bien évidemment, ceux-là qui n'auront pas accès dans les stades, comment est-ce qu'ils vont vivre tout ça avec l'inflation des prix et tout cela mélangé, j'ai dit, les infrastructures, c'est médiocre. Mais comme nous voulons vraiment que la CAN se joue, nous pensons que nous exhortons vraiment le gouvernement à faire encore et encore plus d'efforts pour que la CAN se joue. Encore qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis des fonds pour la réalisation d'un certain nombre de choses, qui puissent au moins rentrer dans leurs dépenses et que la CAN se joue. Et après, nous allons rentrer en cuisine interne pour pouvoir voir et élaguer les responsabilités de chacun. Samuel Motte. Bon, je crois que la CAN se jouera. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels effectivement on a un retard, notamment en matière d'infrastructure routière. Notamment quand vous regardez par exemple du côté de Yassa, le chantier a été arrêté parce que je crois que la personne là également qui est revenue à la rescousse d'un entrepreneur défaillant, et finalement il a été enlevé pour être envoyé à Oulembe. Bon, mais pour le reste, je pense quand même qu'on a de quoi accueillir des gens. Il ne faut pas non plus verser dans cette histoire-là de pessimisme absolu. Il y a cet hôtel-là qui a été ouvert, là, c'est un grand hôtel. Hein. Et après, avant même cet hôtel-là, on a une infrastructure hôtelière qui fait que je pense que là, sur ce point de vue-là, là au moins, c'est un domaine dans lequel on n'a pas dit qu'on a planifié de créer 5 hôtels, on n'en a créé que 3. Je crois qu'on a misé sur les hôtels des capacités de quai qui étaient là sur place et pour l'heure, nous voyons plus de capacités d'accueil additionnelles qui viennent. Je pense qu'il faut laisser la compétition se dérouler. On trouvera certainement des moyens. Ça va être désagréable, mais là également, quand vous avez parlé d'embouteillage de ces dernières périodes, l'effervescence des fêtes fait également qu'à un moment donné, ça crée des bouchons. On trouvera certainement un certain nombre de palliatifs pour pouvoir faire en sorte que le désagrément puisse être allégé à sa stricte expression. Mais ce qui est plus important, c'est que les gens puissent arriver chez nous, qu'ils puissent également s'émerveiller de ce que nous avons pu faire en matière d'infrastructure. Et quand ils sortiront d'ici, qu'ils se disent, à partir du moment où on n'a pas atteint ce niveau d'investissement, là on ne pourra pas faire une compétition. Parce que là, je crois que le Cameroun est en train de définir un certain nombre de standards en matière. Et ces standards-là doivent être appliqués ailleurs pour que cette compétition elle-même puisse avoir une visibilité sur le plan international. Parce que je crois que les gens qui viendront là-dedans, ils voudront voir ce que nous avons fait en matière d'infrastructure. Il n'y aura certainement pas la route pour les amener jusqu'au stade, mais à partir du moment où ils seront au stade, à partir du moment où ils seront au stade, ils se rendront compte de ce qu'il y a quand même un effort qui a été fait à la matière. On a tendance à trop s'attarder sur les choses qui n'ont pas marché. Joseph-Antoine Bell est sur ce plateau. Nous savons également que suivant également les conditions dans lesquelles la dernière Coupe du Monde s'est déroulée au Brésil, je crois qu'à la dernière minute, on avait encore des truelles en main alors que la compétition s'ouvrait le lendemain. Pourquoi toujours prendre des cas? Pourquoi toujours prendre? Pourquoi ne pas prendre là où il y a une réussite? Pourquoi toujours prendre ce genre de cas? C'est vraiment une opposition à laquelle vous faites face. Hein. Oh non, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Mais si tu veux me reléguer dans ce stade-là déjà qui se satisfont... Non, j'ai juste posé la question qu'on pourrait aussi Non, je dis c'est pas qu'il faut... Si tu veux me reléguer dans ces catégories de personnes-là qui peuvent se satisfaire du minimum, non, tu te trompes lourdement. Mais je pense tout simplement que l'essentiel n'est plus là. L'essentiel, c'est qu'on fasse la fête. À partir du moment où on a fait la fête également, y compris vos procès, vous pouvez les ouvrir allègrement. Mais là, encore une dernière fois, ne repartez pas trop... Les procès, c'est... Attendez, Roland. Terminé, puis... Ne coûtez pas non plus les gens qui parlent de tout et de rien à la fois. Vous n'avez encore aucune preuve à la date d'aujourd'hui qu'il y ait quelconque détournement dans quoi que ce soit. Parce qu'en plus... la Chambre des comptes. Nous n'avons pas parlé de... En ce qui concerne... Nous avons parlé des infrastructures, de ce qui est vu, de ce que nous voyons. C'est bien ce que je voulais dire. Ça également, ça fait partie des contrats. Pour le moment, nous avons des stades qui ont été construits. Est-ce que ça a respecté les normes contractuelles, les dispositions contractuelles à la matière? Ça, c'est après qu'on le verra. Pour l'heure, nous voyons tout simplement qu'il y a un certain nombre de stades qui ont été construits. Un chantier de 10 ans, la question des infrastructures dans l'ensemble. Moi, je suis un peu surpris. J'ai entendu
l'honorable Ngoïsi dire médiocre, médiocre. Elle a coché la case médiocre partout. Et je me suis demandé si nous étions dans le même pays. Donc je ne sais pas. Moi, je n'avais rien à dire, sauf si on me pose une question. Donc, quelle est la question? Les infrastructures, vous avez un problème? La question est de savoir si vous êtes serein. Avec votre permission, Joseph Atouambel, nous recevons le ministère des Finances au niveau de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Et le discours que ce monsieur-là tient a tendance à penser que notre plateau technique a été largement relevé, notamment en tenant compte de l'investissement qui a été fait dans le cadre du Covid. Parce que quand ils ne retiennent que du fait qu'on a détourné, il y a des choses qui se font. Et le ministre nous dit, il y a aujourd'hui des analyses que nous pouvons faire au Cameroun. Quand vous arrivez dans un pays européen, on vous dit que vous avez fait ça où? Quand vous dites qu'on a fait ça au Cameroun, ils sont tout à fait étonnés. D'accord, Joseph. Donc moi, moi, le médiocre qu'on a coché partout, je dois vous avouer que je suis surpris. Premièrement, je suis surpris du discours que tiennent les Camerounais qui relient tout à la CAN. Notre bien-être est un dû, est un objectif pour lequel nous devons nous battre au quotidien. Ce n'est pas la CAN et la CAF qui viennent faire des choses pour les Camerounais. Je crois que nous avons adopté un discours qui a prêté le flanc à cette vision. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu, comment vous l'appeliez? Moi, je n'ai jamais retenu le PENDIS, quelque chose oui, le programme national qui n'avait rien à voir, strictement rien à voir avec la CAN, rien à voir avec la CAF. 2010. Nous développons notre pays pour nous-mêmes. La CAF et la CAN viennent pour un mois et vont repartir. Donc, lorsque vous voulez demander de l'électricité pour les habitants de kilomètre 25, demandez de l'électricité en disant que nos enfants ont le droit d'étudier le soir avec la lumière. Dites que les gens à kilomètre 25 ont le droit de boire une bière fraîche. Dites qu'ils ont le droit de regarder la télé parce que la télé marche à l'énergie. Mais ne dites pas simplement la CAN, la CAN, la CAN, la CAN, comme si après la CAN, cette revendication devrait disparaître. Donc de la même manière, nos routes, est-ce que la route pour partir de l'hôtel à Bonadjo, pour ne pas les citer, pour aller au stade de Japoma, cette route-là doit attendre que la CAN vienne pour qu'elle existe? La route existe. Et nos spécialistes du transport et de la circulation urbaine, ils existent, on ne nous les a pas envoyés pour la CAN. Ils existent, donc réguler la circulation doit être quelque chose qu'on sait faire en temps normal. Maintenant, moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, c'est une chance, d'avoir été invité à visiter les infrastructures. Et je n'ai pas coché de case médiocre. Non, je n'ai pas coché de case médiocre. Même ces routes dont vous parlez, il n'y a aucun... C'est le spécialiste qui parle. Il n'y a aucun pays au monde. Il faut déjà que les Camerounais qui n'arrêtent pas de parler contre leur pays sachent que il n'y a aucun pays au monde où pour aller à un match de foot ou à une autre grande manifestation sportive, il n'y a pas d'embouteillage. Ah, ça. Il faut que vous le sachiez. Ne faites pas comme si vous aurez inventé quelque chose. Donc quand vous parlez d'embouteillage et des étrangers, notamment des officiels, en revanche, sachez aussi qu'il n'y a aucune compétition au monde où les officiels de compétition subissent l'embouteillage. Et chez vous, chez nous, au Cameroun, les officiels de match ne subiront pas d'embouteillage non plus. Il faut que vous le sachiez. Donc, revendiquons nos routes pour nous-mêmes au quotidien. Et ces routes-là existent, elles ont été améliorées. Moi, j'ai vu partout où j'ai été, elles ont été améliorées. J'ai même été surpris, c'est dommage, je n'ai pas fait de photo. Tout le monde a été surpris. Si vous allez du côté d'Olembe, je ne sais pas où vous vous croirez. Non, mais... Les gens qui vivent là-bas, tout le monde n'est même pas au courant qu'on a fait ces routes. Il y a des 4x2 voies là-bas. 4x2 voies. Plusieurs. C'est bien. Je les ai vus. C'est pas qu'on m'a dit. Joseph Antoine, afin de ne vous fatiguer pas. Oui. En réalité, nous ne connaissons pas. Attendez, y compris nous qui sommes ici à Douala, nous ne connaissons même pas la ville. Hein? Je me suis hasardé 2 fois à aller dans des endroits où je ne pouvais pas m'imaginer. Oui.
tout ce qui a été fait comme infrastructure. Mais c'est pas croyable. Vous qui vivez à Bonandio, vous vous dites non, il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Mais il y a des efforts qui font Non, moi qui vis à Bonamou, ça dit non, il n'y a pas de route. Non, mais il y a des routes qui se créent tout le temps. Tous les jours. Après, maintenant, on n'en fait pas suffisamment. Et il faut qu'on le sache. Et maintenant, oui, j'ai entendu, après les routes, j'ai entendu les hôpitaux. Moi, j'ai visité les hôpitaux partout où il y aura la canne. J'ai vu de mes yeux des IRM dans chacun de nos hôpitaux, un scanner dans chacun de nos hôpitaux. Et donc, j'ai été émerveillé. Maintenant, si c'est pour la canne, je vous le dis encore, revendiquons nos hôpitaux pour nous soigner. Parce que pour la canne, l'objectif n'est pas de casser une jambe tous les jours. Donc, les IRM et les scanners et les gens, normalement, on joue au foot parce qu'on est en santé. Donc, tous ceux qui vont venir arriveront chez nous en santé et souhaitent repartir en santé. Donc, nos hôpitaux, c'est au cas où, mais nos hôpitaux, c'est surtout pour nous-mêmes et pour nos populations tous les jours. Donc, il faut arrêter de faire comme si c'est la CAF qui nous demande ça. Nous avons upgradé nos hôpitaux. Partout où j'ai été, je vous dis, j'ai vu, moi j'ai été celui de la délégation qui a voulu voir de lui-même. Donc j'ai vu toutes les installations, j'ai vu ce qu'il y a. Et il y en a. Alors, deux interventions pour sortir. Il y en a de plus en plus de mieux en mieux. Moi, je voulais préciser une chose. D'accord. En réalité, lorsque je parlais de médiocre, je confirme ce que je dis. Vous avez eu la chance de visiter tous les sites qui vont recevoir la canne, les plateaux techniques et autres. Si vous avez fait peut-être 1 an ou 2 ans, 3 ans avant cette visite, vous aurez compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est amélioré. Parce que si on m'avait posé cette question, si on m'avait posé cette question il y a de cela 2-3 ans, j'allais dire insuffisant. Ou nul. Mais aujourd'hui, je parle de médiocre. Parce que ça a progressé. Nous sommes arrivés là et tout cela s'est fait parce que nous organisons la canne. Non, ce n'est pas moi qui ai progressé, mais c'est vous qui avez fait des efforts. C'est pourquoi je parle de médiocre. Alors, je disais donc tantôt que tout cela, nous l'avons aujourd'hui grâce à l'organisation de la canne. Parce que mais c'est fait également pour ça, hein, Roland. Même quand Joseph Attendibel dit le dessert, c'est ça pour nous. Très souvent également, il y a des villes qui sont configurées à travers des événements internationaux. Justement, c'est pourquoi cela est concentré. Ces améliorations sont concentrées dans les villes qui reçoivent la priorité. Parce qu'ailleurs, rien n'est fait. Non, faut pas parler comme ça. Dans notre vie de tous les jours, je suis sûr que si je viens chez vous, avant mon arrivée, vous allez inspecter, être sûr que c'est propre et tout. Et si c'est pas propre, vous le rendez propre. Non, mais là, donc, ça pose problème. Ça fait partie. Ça fait partie. Non, c'est comme ça partout. Moi, je ne suis pas en train de c'est comme ça. Moi, j'étais en Russie et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de travaux et tout pour la Coupe du Monde, mais ça reste après pour les Russes. Et j'ai vu que là où il n'y a pas eu de travaux, Poutine nous a jonglé un peu. On a fait mettre des panneaux pour qu'on ne voit pas derrière. Roland, et d'ailleurs, quand vous regardez même l'histoire des événements internationaux, il n'y a pas que le foot qui est concerné. Hein. La Tour Eiffel aujourd'hui, exposition universelle. Un truc que l'on monte à la dernière minute et on pense qu'effectivement, une fois l'événement terminé, on va détruire. C'est devenu la vitrine de Paris. Et donc, c'est fait également pour cela. Ça dit que même les routes, vous allez voir également, quand le ministre vous dit qu'à travers le Covid, nous avons upgradé un certain nombre de choses, c'est fait pour cela. Même l'infrastructure routière. Vous ne devez donc pas m'enlever. Mettez même vous ne devez pas m'enlever le médiocre. Parce que je vous dis que c'est médiocre. Actuellement, c'est médiocre. Nous allons aller. Non, Roland, il faut aller à l'hôpital La Quintini et venir me dire que c'est médiocre. L'hôpital La Quintini, j'y étais il y a cela. On te prend sur le médiocre parce qu'on a l'impression que c'est ce que tu as appris à dire chaque fois. Non. Je dis la réalité. Et puis tout ce qui nous écoute savent que ce que je dis, ce n'est que la vérité. Roland, vous êtes allé à l'hôpital La Quintini? J'y étais il y a de cela 1 mois. Et vous avez été dessus? Vous avez mis médiocre? Non, je dis il y a médiocre. C'est médiocre. C'est médiocre l'hôpital La Quintini? C'est médiocre. Parce qu'avant, Roland, la vie autour de Japoma ne sera plus la vue d'avant. Bien évidemment, mais puisqu'avant c'était zéro, c'était nul, il n'y avait rien.
Maintenant que le stade est là, il y a une vie autour. Et maintenant, nous sommes passés de 0 à médiocre. Et on verra que maintenant, nous serons à passer à bien, à très bien dans les années à venir. 3 fois 2 voix, 3 fois 2 voix, pour Malaba, c'est médiocre. Déjà, pour finir. Pour ce qui est de l'infrastructure de santé, c'est vrai qu'on a construit des centres hospitaliers régionaux. Je tiens quand même à dire que le président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il a eu sa grippe, il n'est pas allé dans les hôpitaux de référence que nous avons construits. Il est allé ailleurs se soigner. De la même façon qu'il y a des gens qui quittent la France pour aller se soigner aux États-Unis. Je dis juste que nos hôpitaux, qui sont de bons hôpitaux, sont pour les Camerounais d'un certain niveau. Bon, moi, je ne sais pas quel est mon niveau, mais je me suis déjà fait hospitaliser à l'hôpital Laquette. J'ai également ma maman qui a été sauvée. Ok, maintenant, par rapport aux infrastructures, je tiens quand même à dire, et c'est l'occasion d'interpeller le ministre des Travaux publics pour ce qui est de la pénétrante Est, parce que je crois qu'il était venu en Mondio Vision demander à un prestataire où est-ce qu'il avait déjà construit des routes, alors qu'il y a eu une commission de passation et marché public qui évalue l'offre administrative, l'offre technique et l'offre financière avant d'attribuer le marché. Comme pour dire que si la commission avait fait son travail comme il se doit, elle l'aurait fait. Et dans le budget 2021, je crois qu'il y a environ 55 milliards qui ont été débloqués pour la pénétrante Est. On la fera quand? Non, justement, nous souhaitons qu'elle soit faite le plus tôt possible. Surtout que, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Que nous fêtions. La difficulté à décider avec les RIP, c'est qu'il te soulève plusieurs choses à la fois. Non, que nous fêtions. La pénétrante Est va dans les chantiers de la CAN. Que nous fêtions ensemble notre football et qu'après la CAN, on s'asseye pour faire le point. Mais on fera le point, mais il n'en reste pas moins que ce chantier-là de la pénétrante a été arrêté parce qu'on voyait très bien que le gars était incompétent. Maintenant, si tu me dis, est-ce que les commissions de passation de marché par moment peuvent être se tromper de choix, je te le confirme. Mais l'autre chose également qui fait la solidité... Lorsque ça devient récurrent... Attends. L'autre chose également qui fait la solidité dans ce processus-là, c'est le fait également que les entrepreneurs sont en éveil. C'est-à-dire que lorsque vous avez une concurrence qui s'établit et qu'on arrive à vous choisir quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, les autres vont certainement dénoncer. Dans le cas d'espèce, il y a une défaillance, ça c'est vrai. La personne, effectivement, quand il s'agissait tout simplement d'organiser la circulation partant de travaux sur cette place-là, a montré son incompétence totale. On a donné le chantier à McGill, mais on pensait qu'il y a eu une urgence un peu plus loin à Olembe, et c'est pour ça qu'il a été déplacé. Peut-être que ça aurait été fait. Mais en même temps, c'est ça qu'on disait, mais je crois que c'était le sens de l'émission aussi. La ville va être reconfigurée en fonction de cet événement-là que nous sommes en train de voir. Espérons-le. L'idée aujourd'hui que je me fais, c'est de dire que c'est peut-être de ce côté-là que j'aurais dû acheter mon terrain pour pouvoir me construire une infrastructure, mieux habiter, parce que la vie, elle sera... La vie, elle sera... Oh là là. Juste, actuellement, la vie, elle sera là désormais. Et d'ailleurs, Roland, je vous conseille, vous qui rentrez à Yaoundé tout le temps, laissez l'axe central, passez par le stade, à l'intérieur, vous allez voir ce qu'il y a là. Je passe. Et alors, c'est tout médiocre? Je dis c'est médiocre. D'accord. Je ne vous donnerai pas mon enfant en éducation. On ressort de ce terme et puis on... Non, un dernier mot, c'est simplement que la CAN arrive chez nous, accueillons-la à bras ouverts. Très bien, c'est bien ce qu'il faut retenir. Transition et puis on fait une rétrospective en quelques minutes, perspective 2022 aussi, en une vingtaine de minutes avant de partir de l'émission. Vous voulez nous garder jusqu'à minuit? Non, on reste là jusqu'à 23h, il n'est que 22h34. Les perspectives qui nous disent ce qu'ils vont faire. Donc on va aux perspectives, sans faire de rétrospective. Eric, un ou deux événements qui vous ont peut-être marqué en 2021 et puis, Le premier, c'est le plus récent. C'est le fait que la liberté publique au Cameroun, on a ajouté une clé de vie supplémentaire avec le fait que ça devienne une habitude qu'on refuse la parole aux députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que notre constitution est claire. La souveraineté appartient au peuple camerounais qui l'exerce à travers les élus ou bien directement à travers les référendums. Lorsqu'on arrive à museler
des députés à l'Assemblée nationale, c'est un problème. L'autre chose également, c'est toujours concernant la liberté, c'est le fait que des personnes qui ont marché pour une raison lambda sont condamnées à 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout simplement parce qu'ils se sont levés un matin, ils ont répondu à un mot d'ordre de marche, et la loi de 90 sur la liberté d'association prévoit 6 mois maximum pour ceux qui participent à une manifestation interdite. Donc, depuis 2018, il y a une régression sur l'application de nos droits, notamment les libertés publiques. Et cette année, on est allé plus loin en muselant même nos députés à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un des éléments sur lesquels on doit revenir. Et j'espère qu'on ne va pas continuer à prendre nos libertés pour je ne sais pas trop quoi. Samuel, votre rétrospective? Moi, je suis quelqu'un qui a une vue plus ou moins plate, qui se refuse d'avoir des émotions, parce que je veux plus ou moins protéger mon cœur. Je vis la vie telle qu'elle se présente à moi. J'essaie effectivement de donner de temps en temps des coups de bout. Oh, vous pouvez me ramener à ça. À quoi? Non. Mais également là aussi que nous, dans le cadre de ce que nous voulons faire pour demain et après-demain, nous sommes plutôt dans une bonne dynamique, malgré les pandémies, malgré effectivement le contexte international qui est défavorable. J'ai eu la chance aujourd'hui d'être à l'Assemblée nationale où je vois un certain nombre de choses que j'essaie d'analyser, de lire avec un maximum de recul. Et je me rends compte que contrairement à ce que j'entends aussi ou là, avec ce langage plein de sinistrose là, le Cameroun est plutôt un pays solide. Et ça, effectivement, c'est réconfortant pour moi. C'est réconfortant également pour les générations qui arrivent. Il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des écueils, des contradictions, des éléments pour lesquels on ne s'entend pas, mais je crois que l'essentiel, il est sauf. Quand vous regardez tout autour de nous, nous avons plutôt un environnement totalement dégradé, c'est-à-dire que quand vous prenez uniquement la CEMAC, le Cameroun est quand même encore un pays debout. Il y a quelqu'un qui vient de soulever tout à l'heure les problèmes de respect des droits fondamentaux. Je crois également que là, sur la base, puisque vous parlez des élections, il faut également que les Camerounais continuent à se cultiver, qu'ils continuent à densifier leur culture en matière d'apprentissage démocratique. Quand on a dit effectivement qu'on est libre de faire des choses, on n'est pas libre de tout faire non plus. Et dans le cadre également, je crois que la meilleure chose qui nous protège le plus, c'est des droits et des règlements, et ces lois et règlements-là méritent d'être respectés. Je parle de respect. Et d'ailleurs, quand vous regardez Montesquieu, il disait la soumission à la loi et au règlement que nous sommes nous-mêmes infligés, ce qui veut dire également qu'on était encore dans un niveau d'humilité qui ne peut pas être supporté par un pilote aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a des lois et des règlements qui doivent être respectés, je suis tout à fait heurté de voir qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'irrespect de la loi c'est la norme, ça ne peut absolument pas être la norme. D'accord. Roland? D'accord, vous allez m'excuser avant de faire une sorte de rétrospection. Je voudrais déjà, je profite de la présence de Sa Majesté qui est bien ancrée dans l'organisation, j'imagine, de la CAN, d'interpeller ici et les CAM, de pouvoir mettre autour des stades et des regroupements de jeux, vous avez appelé ça tantôt, des fan zones, des kits, pour pouvoir permettre aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est aussi une occasion. 50 000 inscrits à Douala, 60 000 à Lembe, et ainsi de suite. C'est pas mal vu. Hein. Alors, on aurait pu imposer l'inscription comme troisième mesure pour accéder au stade. Test Covid, vaccin, et puis Ça, inscription c'est sur les listes noble. Par contre, précédé par ce langage calamité-là qui consiste à dire... Non, qui consiste à dire que de toutes les façons, ils tricheront, les gens ne vont pas s'inscrire. Il faut être conséquent dans ce qu'on demande. Les gens ne s'inscrivent pas aujourd'hui parce que vous avez fait passer dans le tissu social qu'on triche toujours. Bon. C'est pas la proximité. On a vu le qu'est-ce que renouvellement de vos organes et on a vu que la tricherie est un sport dans votre... Non, la tricherie est camerounaise. Ah non, elle n'est pas camerounaise, je vais pas Non, mais elle est partout. Ah ben voilà, ok. C'est ça, elle est camerounaise. Vous le dites de manière ironie, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que... Oui, non, c'est pas... Moi, qu'est-ce que je retiens globalement, les affrontements intercommunautaires, nous les avons beaucoup vécu cette année qui s'achève. Le nouveau livre, il est là, il est
Je vous invite même déjà à avoir votre livre aussi. Donc, je disais tantôt les affrontements intercommunautaires que nous avons beaucoup regretté, ou bien nous regrettons. Nous avons aussi des revendications communautaires. Et cette histoire d'expropriation où on ne sait même plus à quel sens se vouer, ça devient pressant. Et c'est pourquoi moi je continue à interpeller ceux-là qui sont en charge de nous gouverner, de prendre cela avec beaucoup de sérieux et de prêter oreille à ce que disent le peuple que nous représentons, hein, parce que nous sommes là aujourd'hui, nous travaillons pour ce peuple. Bon, moi, il y a un autre aspect, moi, qui a retenu beaucoup mon attention, notamment parce que ça me passionne au niveau de l'Assemblée nationale, la stratégie de développement d'ici à 2030, qui est très ambitieuse et que vraiment, moi, elle a retenu mon attention beaucoup plus avec l'impôt substitution, sauf que quelqu'un l'a dit ici tantôt que nous devons faire des revendications pour nos populations. Mais sauf que lorsque nous faisons des revendications pour nos populations et que nous essayons de voir comment le gouvernement se projette pour que ces populations puissent avoir la satisfaction dont elles ont besoin, on s'interroge. Parce que l'impôt substitution, en réalité, je pense, ou bien je continue à croire que c'est un slogan creux qui, à ma foi, ne pourra pas, d'une manière efficiente, résoudre le problème des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas parler d'impôt substitution dans un pays où on n'a pas d'énergie, dans un pays où on n'a pas de route, dans un pays où même la formation, même, elle a encore beaucoup de choses à intégrer. Donc, globalement... On assiste au même plénière à l'Assemblée, Roland. Pardon? On assiste au même plénière à l'Assemblée. Non, sûrement pas, parce que vous savez que moi j'ai souvent l'habitude de le dire. Ça dépend de ce qu'on entend et ça dépend de ce qu'on voit. Vous siégez à la commission des finances, comme vous l'avez si bien dit. Hein. Non, mais les plénières, vous n'y êtes peut-être pas souvent, mais moi j'y suis souvent et j'y participe activement. Et nous savons très bien quelles sont les positions que nous avons l'habitude de prendre à l'Assemblée nationale. Je dis et je répète, je le réitère, que l'on ne peut pas parler d'impôt substitution, c'est-à-dire la transformation locale, bien la transformation même d'un certain nombre de richesses si nous n'avons pas d'énergie stable. Vous ne pouvez pas parler de développement dans nos communautés ou bien dans nos communes lorsque les ressources ne sont pas totalement transférées dans ces communes-là. Les 15% que la loi demande d'être transférés dans nos communes ne le sont pas. Comment est-ce que les mairies vont fonctionner et impulser le développement si cela n'est pas fait? On transfère les compétences, mais les ressources ne suivent pas. Donc, je disais donc tantôt que je reste toujours sur ma soif pour ce développement ou bien pour ce taux de croissance qu'on se projette à avoir. Je reste sur ma soif. Joseph-Antoine Bell, sur la rétrospective, qu'est-ce qui vous aura marqué? Vous savez, même si je n'étais pas venu pour ça, mais il est difficile de parler du Cameroun aujourd'hui et de quoi que ce soit sans évoquer la crise, ce qu'on appelle la crise anglophone. La crise anglophone nous amène à dire quelque chose qui s'applique aussi à ce que je vois là. C'est-à-dire que chaque fois que nous devons parler, on peut avoir le maillot du PCRN, c'est ça pour elle. Maillot du RDPC ou du SDF. Mais il faudrait qu'on sache que le maillot du Cameroun est au-dessus de tout ça. Absolument. Et donc, qu'en réalité, chacun se dispute la primauté pour dire mes idées pour le Cameroun sont meilleures, mais ce n'est pas mes idées contre les siennes, non. C'est pour le Cameroun. Donc, il faut qu'on sache qu'à la base, on est des frères et que nous voulons en réalité la même chose. Il n'y a pas un camp qui doit être le camp du sous-développement et un camp qui serait opposé. Non, nous sommes tous dans des camps qui prétendent vouloir apporter le développement. Et si on a ça en tête, on n'arrive ni à l'Assemblée ni ailleurs avec des idées arrêtées. On arrive en se disant, je pense que mais je vais l'écouter quand même. Et ce qu'il dit pourrait enrichir ce que j'ai ou ce qu'il dit peut améliorer et peut donc être meilleur et on prendra cela.
Et donc, pour revenir à la crise anglophone, qui est au-dessus de tout ce que nous disons là, moi, je pense à ceux qui se battent là-bas, qui sont persuadés qu'ils défendent une cause. C'est pas juste de dire, comme les Sud-Africains, il faut savoir que lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le président sud-africain avait demandé à tous les bandits d'observer une trêve en disant, parce que vous savez que la criminalité en Afrique du Sud, c'est quelque chose. Mais bon, mais il avait dit, voilà, nous recevons des étrangers, vraiment, je vous demande pendant un mois de déposer vos clés, un cessez-le-feu et tout. Et moi, quand j'étais là-bas, quelqu'un m'a dit un soir, j'avais un blouson, il m'a dit, mais tu sais, aujourd'hui, ton blouson, tu peux le laisser là, on va te le ramener. Mais ici, en temps normal, on te l'aurait arraché du dos. Donc, c'est pour dire que au-delà de la trêve, parce que nous recevons des gens, parce qu'après tout, même en considérant que il y a un autre pays appelé Ambazonie. Cet autre pays ne vit pas seul. Il aurait besoin des autres. Vous ne pouvez donc pas, pendant la CAN, avoir fait peur aux autres et demain leur dire que vous allez vivre avec eux. Ce n'est pas possible. Donc, la paix pendant la CAN s'impose à tous dans l'intérêt de chacun, y compris de celui qui est séparatiste acharné. C'est que demain, il vivra avec les voisins. Il devra vivre avec toutes ces équipes qui viennent là. Donc, il faut leur montrer qu'on sait vivre ensemble. Maintenant, au-delà de tout, pour la crise elle-même, je ne peux pas ne pas imaginer la partie anglophone dans quelques années. Pour en appeler à tous ceux qui se battent et surtout aux moyens de leur combat. Quand on empêche des enfants d'aller à l'école pendant 5 ans, déjà nous qui sommes allés à l'école tous les jours, nous nous plaignons qu'il y a les fils à papa qui ont fait que, et nous on n'a pas la place que, et tout ça. Alors vous imaginez si en plus de ça, vous n'êtes pas qualifié parce que vous n'avez pas été à l'école. Si vous avez ce trou de 5, 6, 7 ans, il faut qu'ils imaginent quand ils ont commencé, peut-être qu'ils n'y pensaient pas. Mais s'ils y avaient pensé, parce que pour qu'une solution soit bonne, on nous a appris à l'école qu'il faut imaginer la progression, c'est-à-dire que si tu vas vers l'infini, ça donne quoi? Si tu répètes ça pendant longtemps, ça va donner quoi? Donc si vous refusez aux gens le droit d'aller à l'école pendant 1 mois, pour savoir si c'est ça la solution, imaginez ce que ça donne si vous faites ça pendant 10 ans. Si vous faites ça pendant 10 ans, vous avez des illettrés complets, et même si on vous donne un pays demain, comment vous faites? Comment vous allez gérer votre pays avec ce trou dans les générations qui fait que pendant 10 ans, les gens ne sont pas allés à l'école. Donc, vraiment, je ne sais pas. J'en appelle à nos frères qui sont là-bas pour dire que nous sommes sensibles à ce qui s'y passe et à tous les niveaux. Nous sommes sensibles, oui, pour la CAN, mais nous sommes sensibles, comme je le disais, pour notre vie quotidienne, pour ce qui se passe là-bas. Quand on ne va pas au travail, c'est vrai qu'on a été éduqué à penser que le patron a un sac d'argent pour payer. On n'a pas mis le salaire en rapport avec le travail. Et donc, les gens croient qu'ils peuvent empêcher des salariés, des ouvriers de ci, d'ici de travailler et qu'ils continuent à avoir des salaires. Ce n'est pas possible. Si pendant 5 ans, vous ne travaillez pas, votre entreprise va fermer. Et quand cette entreprise va fermer, quelle que soit l'issue du conflit, je ne sais pas comment vous ferez. Donc, vraiment, moi, la crise anglophone me touche beaucoup parce que il faut le savoir. Vous êtes jeune, vous avez trouvé un Cameroun transformé. Mais nous, quand on était jeunes, l'honorable Motte a dû vivre ça. À cette époque-là, ceux qui ne savaient pas interprétaient simplement qu'on favorise les nordistes parce qu'il y a un nordiste au pouvoir. Et donc, les nordistes n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui a bien expliqué le truc. Nous sommes un pays. Même si l'honorable ici n'aime pas trop ça, mais la colonisation nous avait appris à nous battre les uns contre les autres. Et donc, nous avons cette tendance à nous moquer de l'autre, notre voisin, de l'autre ethnie.
Et donc, c'était facile de dire, ah, au nord, il y a des gens qui marchent nus. Et ça pouvait nous amuser, parce que nous, on n'est pas du nord, et ça nous amuse que là-bas, des gens marchent nus. Sauf qu'on est le même pays. Si on les laisse continuer à marcher nus, on aura toujours une partie du pays qui sera sous-développée. Et donc, ce qui a été fait à une certaine époque, c'était pour montrer à nos frères du Nord qui, idéologiquement, n'acceptaient pas l'école. Là-bas, c'était ça, on n'acceptait pas l'école parce que, d'ailleurs, dans ma langue à moi, l'école se dit esclavage. Nguru Sulu, c'est l'esclave de l'école. Donc, c'est ça la traduction. Même si, au fil du temps, mais c'est ça. Donc, là-bas, les gens n'allaient pas à l'école. Donc, les fils de Lamido étaient les premiers qu'on n'envoyait pas à l'école. Bon, donc, c'est cette histoire de blanc. Il fallait les inciter à aller à l'école. Et pour cela, on faisait des choses qu'on ne faisait pas pour les sudistes. Aujourd'hui, l'égalité est arrivée et il n'y a plus ça. Il faut qu'on le sache. Les nordistes, on pouvait, un peu comme dans le foot, les footballeurs, les Camerounais avaient cru que Dieu aimait plus le Cameroun que les autres. C'est pour ça qu'eux sont plus forts que les autres. Non, aujourd'hui, vous avez d'excellents footballeurs professionnels qui sont gambiens. Et bien aujourd'hui, les nordistes ont prouvé qu'ils sont aussi bons que les autres enfants de ce pays. Ils vont à l'école comme tout le monde. Donc là, si nous abandonnons les anglophones, si on ne fait rien, on va se retrouver à un moment avec un poids et un prix trop lourd à payer pour l'ensemble de la nation pour que le côté anglophone vive normalement. D'accord. Dernier tour de table, je commence par vous, honorable Roland ici. Sur la perspective, que devrait être 2022? En un mot, on n'a plus beaucoup de temps. 2022, déjà, on a la CAN. Mais 2022, c'est beaucoup plus que les Camerounais doivent s'asseoir et se regarder en face, se parler entre eux. Les Camerounais doivent se connaître. Les Camerounais doivent penser. Déjà, Sa Majesté l'a dit tantôt, le vert ou jaune devrait être la priorité de tous les Camerounais. Et c'est pourquoi je vais sortir en disant que les Camerounais doivent se fédérer dans leur communauté pour un mieux-être plus efficace. C'est ce que moi je vais dire. Je ne sais pas pourquoi l'honorable se moque de moi. Je n'oserais pas. Ne serait-ce que pas à la télé. Justement, il sera question de vraiment voir la question du vivre ensemble. C'est vrai, on a abordé la question de la crise anglophone, mais à côté de ça, il y a les crises intercommunautaires, il y a les différentes luttes pour l'accaparement des terres dans certaines zones, il y a ainsi de suite. Et pour cela, il est important déjà qu'on s'asseye, qu'on se dise les choses comme elles sont. Parce que pendant longtemps, le Cameroun a été considéré comme un havre de paix, déjà en Afrique centrale et même dans l'ensemble de l'Afrique. Et pour pouvoir retrouver cet havre de paix-là, ce ne sera que dans le dialogue. Merci. Donc, il est question qu'on voie dans quelle mesure organiser un dialogue qui inclut tous les enfants du pays et qu'on se parle. Merci. Joseph Antoine, sur la perspective 2022, c'est le dernier tour de table, on va terminer. Moi, 2022, on ne peut pas parler de 2022 sans penser au début de 2022. Je crois que le début de 2022 va conditionner le reste de l'année. Il va falloir, et je m'explique, je ne veux pas dire qu'il faut absolument que le Cameroun gagne la CAN. C'est ce que nous souhaitons. Mais en sport, la défaite existe. Et comment vous gérez la défaite quand elle vient? Donc notre maturité dans cette compétition, comment on l'accueille, comment on la gère et comment on la termine, va, à mon avis... spécialiste. Le Cameroun, vainqueur de sa CAN, vous imaginez? Oui, je viens de montrer qu'on peut être vainqueur en ayant perdu. On va gagner. D'accord. Donc, cette CAN-là... La CAN, oui. Elle restera. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré au laboratoire, on saura. Les bonbons n'ont pas encore siégé. Les bonbons voulaient d'abord récupérer la compétition. C'est déjà une première victoire. Donc moi, vous voyez, vous regardez, moi je ne suis pas venu parler de ça. Mais je crois que la CAN, c'est quelque chose de plus grand qu'un ballon. Il faut qu'on le sache.
la CAN, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et de plus important qu'un ballon de foot. Et donc, si nous savons gérer tout cela, alors on aura gagné notre année. On aura prouvé jusqu'où on peut aller. Samuel, je donne un mot, je termine avec vous. Je voudrais, comme il a dit tout à l'heure Antoine Bell, qu'en début d'année, là, que l'on apporte la preuve que la CAN a changé de palier. Et qu'il n'y ait plus de discrimination entre la CAN, la Copa América et d'autres compétitions, et qu'on l'insère dans ce football mondial là, comme étant une compétition qui doit être courue. Bien entendu, une fois si on commence très bien l'année, j'espère qu'on la gagnera, comme également le souhaite Roland Dengo ici. Une fois qu'on l'a gagné, effectivement, ça peut être également un détonateur à une euphorie. Parce que ça également, ça sert à ça aussi les compétitions, que ça puisse avoir des impacts, que ça puisse apporter des impacts positifs dans notre économie, mais que l'autre chose également, cette pandémie-là qui nous tient à cœur, même si elle ne se fait pas sentir de manière assez profonde au Cameroun, qu'elle puisse apaiser de telle manière à ce que l'activité économique sur le plan international reprenne. Merci infiniment à vous quatre d'être restés pour évidemment apporter un plus sur les thèmes de ce soir, que nos téléspectateurs bénéficient de vos analyses dans vos qualités d'expertise respectives. Je voudrais dire merci à Eric Pinlap, honorable Samuel Judenemot, honorable Roland ici, et puis Sa Majesté Joseph-Antoine Bell. Merci infiniment. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Ce sera la dernière avant la Noël, donc d'avance, je vous souhaite une joyeuse Noël. À mardi prochain, 21h. Bonsoir.